Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée, vous le savez, à vos idées de sortie pour le week-end. Au programme de la culture avec des expositions et des spectacles à ne pas manquer, mais aussi du sport pour toute la famille avec la 13e édition de la Bio Castor. Mais tout de suite, place à notre premier invité, venu nous parler d'un salon qui ravira les fins gourmets ce week-end. Le samedi 15 et le dimanche 16 novembre à Maurepas, c'est la 2e édition du Salon des vins, saveurs et des couleurs. Pour en parler avec nous en plateau, Alain Telliès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Lions Club de Maurepas, 50 ans en Yvelines doyen, donc à l'initiative de ce salon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui sera proposé ? Alors, ce qui sera proposé, c'est un salon qui réunira des viticulteurs, qui réunira des producteurs, y compris des artisans, d'où ces vins, des saveurs, des produits gastronomiques qui viendront de un peu toutes les régions de France, et également au niveau des couleurs, ça peut intriguer ce terme de couleur, ce sont les arts de la table, des décorations florales, tout ce qui touche autour, disons, de la table. De quoi ravir nos papilles, donc il y aura de tout, du vin, du champagne, du foie gras, des châtaignes, il y aura... Tout à fait. Quel type de produit un peu phare pouvez-nous... Enfin, si vous voulez, ce qu'on a souhaité, c'est par cette opération, je vous expliquerai qu'il répond à différents objectifs. Mais au niveau donc des exposants, c'est de faire la promotion de producteurs, d'artisans, donc de mettre en valeur le savoir-faire de ces artisans et de ces producteurs. D'accord, alors pour des questions pratiques, donc le samedi, ça se passe de 11h à 21h, donc, et le dimanche de 10h à 18h, donc c'est à la salle des fêtes Absolument. de Maurepas, au niveau de la zone d'activité Paris-Ouest. Paris-Ouest. Alors les artisans, ils viennent d'où ? Du département Non, pas uniquement. Ils viennent un peu de toute la France, justement, de manière à pouvoir présenter des produits, je dirais, avec authenticité. Donc, notamment au niveau des viticulteurs, nous ne faisons pas appel à des négociants, mais à des producteurs eux-mêmes. Je ne vais pas faire de publicité spécifique pour tel ou tel, mais par exemple, j'ai en tête à l'instant un producteur, un jeune couple au niveau Champagne, qui a un très très beau produit et très compétitif. Voilà, et c'est eux qui travaillent la terre, produisent et vendent leurs propres produits. Voilà, c'est un peu notre objectif. Vous avez sélectionné comment les artisans, du coup ? Alors, nous avons, j'allais dire, écumé un petit peu les différents salons qui se sont faits dans la région, et puis chacun ayant déjà des contacts, ou même déjà se servant auprès de certains, quand les produits sont bons, eh bien, on les a de nous-mêmes contactés. On a fait une démarche individuelle en les sollicitant pour les faire venir. Ils seront combien au total ? Il y en a pas mal, il me Nous semble. aurons au total 41 exposants. D'accord, 41. Oui. Et les 2 jours seront agrémentés d'une tombola. Alors, il y aura effectivement une tombola qui est faite, si vous voulez, pour que nous collections un petit peu de fonds, parce que je vais vous expliquer. Donc, il y a la promotion des différents exposants, des différents producteurs, des différents artisans. Mais notre objectif en tant que Lions Club, c'est de pouvoir collecter des fonds de manière à ce que nous puissions aider à provisionner notre compte qu'on appelle d'œuvres sociales. Oui, c'est en effet donc le Lions Club qui finance tout cela. Absolument. On peut le rappeler, vous êtes 25 bénévoles à Maurepas, c'est Alors ça ? sur Maurepas, voilà, nous sommes au niveau du club de Maurepas 50 ans en Yvelines doyen, nous sommes 25 hommes et femmes qui se trouvent réunis dans ce club, parce que nous partageons un certain nombre de valeurs, une certaine éthique, avec comme, je dirais, mission et comme tâche et comme ambition, enfin bon, on essaie de satisfaire ça au mieux, de respecter la devise de notre club service. C'est le plus grand club service au monde, le Lions Club, qui est de servir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par ces actions, nous collectons des fonds et ensuite nous allons aider différentes structures ou différentes personnes dans des situations difficiles, des gens en difficulté. Ça peut être des dons que vous reversez à des associations. Absolument. Ça peut être différentes... Voilà, tout à fait. Ce que nous faisons, on l'a fait, pour vous donner quelques exemples, avec une association morpasienne qui s'appelle Lève-toi et marche, qui s'occupe de la réinsertion de personnes, je dirais, en difficulté, aux sorties même de prison. Fleurs de bitume, ce sont des étudiants que nous aidons, les différents frais qu'ils rencontrent pour aller faire du soutien scolaire auprès de jeunes dans des familles défavorisées. Nous envoyons en vacances
des enfants dont les familles ne pourraient pas les envoyer. Ça, on le fait avec l'aide de la municipalité. On leur offre 15 jours de vacances. Avant de venir, je vous ai préparé un petit dossier de presse. Très franchement, quand j'ai relu tout ce que nous faisions, j'ai même été moi-même surpris. C'est un peu quand même étonnant d'être surpris par ce qu'on fait. Ça fait longtemps que vous y êtes et actif au sein de cette association? Oui, c'est ma 27e année. D'accord. Voilà. Bon. Et c'est une association très importante, même au niveau national. Vous êtes quand même 28 000 bénévoles répartis sur toute la France. C'est important de le rappeler. Nous sommes 28 000 bénévoles répartis dans 1230 clubs. Et si vous voulez avoir le chiffre au niveau mondial, eh bien, nous sommes à peu près 1 300 000 répartis dans 48 000 clubs au monde. C'est le plus grand club service au monde. Mais déjà, sur le plan local, nous sommes une équipe donc de 25 et très actifs avec des participations à des opérations qui sont aussi bien internationales. Dans les cotisations que nous versons, une partie est consacrée à l'international avec 2 axes. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir au niveau du Lions Club. Il y a 2 axes directeurs, un axe humanitaire et un axe humaniste. Voilà. Donc ça va pour les grandes catastrophes malheureusement internationales, quand c'est un tsunami, quand c'est un tremblement de terre, des catastrophes, des inondations. Une partie de nos cotisations servent à aider via une fondation internationale. Au niveau national, chaque année, le Lions Club, au niveau de tous les pays, il y en a 209 dans le monde, pays et zones géographiques. Il est voté une action phare pour l'année. Par exemple, depuis déjà 2 ans, cette action, c'est Enfance et Santé. C'est une action en faveur de toutes les mesures qui peuvent être faites des traitements pour le cancer chez l'enfant. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, donc au niveau de Morpa, vous réfléchissez à de futures actions là ? Alors, on réfléchit effectivement à de futures actions. Je souhaiterais que l'on puisse, ce que l'on fait déjà, mais accentuer notre, je dirais, investissement au niveau de la ville. On a notamment tout à fait récemment proposé à la municipalité pour sensibiliser les automobilistes par une campagne d'affichage sur les emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite. C'est un petit panneau qui est sympathique, le message est on ne peut plus gentil, qui est si tu prends ma place, prends mon handicap. Bon, ça c'est pour les inciter à, disons, respecter quand même la signalisation. Donc ça, c'est une petite chose. Au niveau, on voudra aller plus loin, c'est-à-dire qu'on voudra avoir une action phare et on envisage le financement d'un véhicule qui serait spécifiquement destiné à faciliter le transport de personnes âgées en difficulté sur la ville. Très bien. En tout cas, ce week-end, on reste sur le Salon des Vins. Ce week-end, on reste sur le Salon des Vins. Donc, ceux qui viendront nous voir auront l'opportunité de faire des achats, de déguster de bons produits, de préparer leurs cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et en même temps, et ça c'est important, ils feront une bonne action parce que ça permettra comme ça de pouvoir alimenter, je dirais, notre caisse pour nos œuvres sociales. C'est important. Donc je le rappelle, donc c'est tout le week-end à Morpa, à la salle des fêtes, donc de 11h à 21h le samedi, de 10h à 18h le dimanche, et l'occasion, pourquoi pas aussi, de faire vos premières emplettes pour Noël. Absolument. Merci Alain Téliès d'être venu sur notre plateau. On passe maintenant aux expositions et aux autres événements culturels du week-end. Ce samedi 15 novembre, dernier jour et dernière occasion de découvrir l'exposition consacrée à la Grande Guerre à Montigny-le-Bretonneux. Elle se déroule à la fois en mairie et dans les locaux de l'Union nationale des anciens combattants, Catherine Zulato et William L. Pas moins de 300 objets collectés, répertoriés et commentés. La Grande Guerre n'est pas venue dans les Yvelines, mais des soldats sont partis au front. Et ce sont ces souvenirs militaires comme personnels qui sont exposés. Des armes, il y en a énormément. Il y a des armes rares, dont un fusil anglais. Des médailles aussi, parce qu'il y a des médailles aussi bien étrangères que françaises. Et aussi, il y a des étriers, ce sont des choses très très rares, qui sont des étriers de cavalerie, qui ont la particularité de s'ouvrir pour ne pas que le cavalier reste accroché à la selle. Parmi les armes présentées, ce fusil lourd de 4,5 kg. Ce fusil-là, a été mis en service en 1907. C'est un Lee Enfield numéro 1. Il a été fabriqué en 17 versions différentes. Voilà, sa baïonnette est une baïonnette longue, voilà, qui se met ici. C'est du calibre 303. Voilà.
Ce fusil-là a été utilisé jusqu'en 1941. Des pièces plus personnelles sont également proposées, des lettres de poilus, des cartes postales, des journaux de bord écrits chaque jour pour mieux comprendre l'enfer de la Grande Guerre. Il y a des objets personnels, oui, il y a des petites miniatures de plomb. Moi, j'ai des objets de mon père qui est né en 1900, qui a fait les deux guerres. Donc j'ai ces décorations. Hein, ça, c'est personnel. L'exposition a pu voir le jour grâce au travail mené par le Club des collectionneurs des Yvelines. Elle est présentée au siège de l'UNC dans les locaux de l'ancienne mairie. Une seconde partie de l'exposition est visible à l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 novembre. La commune de Montigny-le-Bretonneux fait partie des 12 villes des Yvelines à avoir obtenu la labellisation délivrée par l'Office national des anciens combattants. Culture toujours donc avec cette soirée des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés pour la 4e année consécutive à l'occasion de la semaine qui est dédiée à ces auteurs. La Maison de la Poésie leur donne la parole, une soirée de témoignages, de lecture ou encore de musique avec à l'honneur cette année les artistes et écrivains syriens. Rendez-vous dès 20h ce samedi à la Maison de la Poésie. Il reste des places, pensez à réserver. Allez, on passe du côté de Manille-les-Hameaux, Ce samedi toujours, l'Estaminet propose un spectacle jeune public tout en lumière et en poème. Les enfants pourront ainsi partir à la découverte de la Lune dès 11h. Il reste des places également. Les réservations peuvent se faire directement sur Internet. C'est une activité un peu plus sportive et accessible à toute la famille que nous vous proposons à présent, la Bio Castor. Pour en parler avec nous en plateau, Sandrine Tesson, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous êtes l'organisatrice de cet événement. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Nous organisons donc demain, samedi et dimanche, un week-end de course d'orientation avec samedi une épreuve de course d'orientation AVTT et le dimanche une course d'orientation pédestre. D'accord. Avec à chaque fois donc des circuits différents. Exactement. On propose aux compétiteurs des circuits de longueur différentes et de technicité différentes. Chaque participant choisit bien son circuit en fonction de sa forme physique et de son niveau d'orientation. Pour quelques informations pratiques, je le précise tout de suite, donc le samedi pour la course VTT, c'est à partir de 12h30 au départ de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Le dimanche, par contre, c'est à Guyancourt. Pour les circuits pédestres, uniquement à partir de 10h. Les départs se font derrière le parking de la batterie, près du gymnase des droits de l'homme à Guyancourt cette fois-ci. Alors quel est l'objectif de cette course d'orientation ? Sur quoi les participants seront-ils jugés ? Ils seront jugés sur la rapidité avec laquelle ils vont effectuer le parcours. Donc ils auront une carte en leur possession sur laquelle sera dessiné un parcours qu'il faudra suivre donc, dans l'ordre des numéros indiqués sur la carte. Et le plus rapide et celui qui aura choisi les itinéraires les plus adaptés remportera l'épreuve par rapport aux autres qui auront peut-être choisi des itinéraires différents par rapport à ce qui est proposé et aux différents chemins qui peuvent être utilisés sur la forêt. C'est accessible à partir de quel âge ? Alors, on a sur la course pédestre du dimanche un parcours spécifiquement réservé aux jeunes enfants qui s'appelle la Minio Castor. C'est un parcours de 5 km vraiment adapté pour les enfants avec notamment des balises un petit peu spectacle avec des animaux à trouver ou à découvrir des lots sur place. Les enfants sont bien évidemment accompagnés de leurs parents, mais ça reste vraiment un circuit qui est adapté pour les jeunes enfants. D'accord. Tous les circuits sont chronométrés avec un classement final à chaque fois. Il y a 2 circuits qui ne sont pas chronométrés, qui sont donc réservés aux gens qui préfèrent aborder cette épreuve de manière un petit peu plus tranquille. Loisir, d'accord. Voilà, loisir, ainsi que la Minio Castor dont on vient de parler, qui n'est pas chronométrée. Les enfants recevront un cadeau à l'issue de la course. Sinon, nous avons effectivement d'autres circuits chronométrés où des compétiteurs chevronnés vont s'affronter. D'accord, donc il y a l'aspect compétition quand même qui est bien présent. Qui reste, tout à fait. On l'a vu un petit peu sur les images, il vaut mieux quand même être bien équipé pour... Il faut être un petit peu équipé, non seulement... Alors déjà, en VTT, il faut déjà avoir un VTT adapté et un porte-carte pour pouvoir, donc je ne sais pas si on le voit sur les images, mais en tout cas pour avoir la carte devant soi et ainsi pouvoir suivre l'itinéraire. Et il faut une boussole également pour pouvoir s'orienter en forêt et un équipement un petit peu protecteur, je vais y arriver,
puisqu'on est en forêt et les conditions ne sont pas toujours bonnes. Il y a déjà 1000 inscrits, enfin un petit peu moins environ, de 1000 inscrits sur le week-end, c'est pas mal. C'est plus que les années précédentes, je ne sais pas si je l'ai encore dit, mais c'est quand même la 13e édition. C'est la 13e édition de la course pédestre, effectivement. Course pédestre, voilà, la OVTT du Castor qu'on a inclus dans le week-end sera la 5e édition. Très bien. Il reste des places. Il reste quelques places sur quelques circuits. Il faut nous contacter pour voir si on peut effectivement répondre à certaines demandes. Mais on a été obligé effectivement de clôturer les inscriptions puisqu'il y a quand même en amont besoin d'éditer les cartes pour les concurrents et on est obligé de le faire quelques jours avant le début de l'épreuve. Et c'est votre club Guyancourt Orientation 78 qui organise cet événement. Alors comment ça se passe la préparation d'un tel événement? Je suppose qu'il y a pas mal de repérages, ça doit quand même prendre du temps. C'est quasiment une année de préparation. On a déjà même commencé à réfléchir à l'édition 2015. C'est une année de préparation pour le traceur des circuits qui doit donc effectuer tout un tas de repérages sur le terrain. Et c'est aussi beaucoup de rendez-vous avec les mairies ou les communes qui nous accueillent, donc Guyancourt cette année. Toute la logistique à préparer, vérifier toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir organiser cette course avec la préfecture, avec l'ONF, la relation avec les partenaires qui prend aussi du temps, mais qui est importante parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à organiser ce genre de manifestation. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. On a une équipe de bénévoles qui nous aide tout au long de l'année. Et on aura environ 70 bénévoles tout au long du week-end qui vont nous aider à faire de ce week-end une réussite. Vous êtes un club très important avec aujourd'hui 185 orienteurs, comme on les appelle. Exactement. C'est ça. Exactement. On est le plus grand club de France actuellement. Et au sein de ce club, donc, vous pratiquez la course d'orientation donc, sous toutes ses formes en VTT et à pied, mais aussi à ski. Tout à fait. C'est une discipline qui se développe, qui n'est pas très, très médiatisée, mais qui se développe. Donc, on peut effectivement faire de l'orientation à ski, donc dans les stations de ski, généralement, avec un équipement adapté, effectivement, pour cette pratique, puisque en ski, on a besoin d'avoir ses deux mains pour tenir les bâtons. Donc on a un porte-carte qui est fixé au niveau du torse, de manière à avoir l'itinéraire et la carte devant les yeux et pouvoir s'orienter en ski de fond. Très bien. Et au sein de votre club, comment ça se passe? Il y a des inscrits toute l'année qui s'entraînent pour des compétitions ou Tout à fait, on a des licenciés. Donc les orienteurs se licencient au club. Et grâce aux bénévoles encore, on est en mesure d'organiser un entraînement par semaine, sauf en période de vacances scolaires, où un certain nombre de licenciés du club participent pour progresser, pour apprendre en technicité et puis pour ensuite participer à tout un tas de compétitions en Île-de-France et dans la France entière, puisqu'il y a quand même des championnats de France qui se déroulent un peu partout en France. Bon, en tout cas, si l'expérience vous tente ce week-end, n'hésitez pas. On vous l'a dit, il reste quelques places, plus beaucoup, mais il en reste. Je le rappelle, c'est ce samedi et dimanche à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt. Pour les inscriptions, notez bien le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, celui de notre invitée Sandrine Tesson. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. On passe tout de suite aux événements musicaux du week-end. TV Phil 78 vous propose un grand rendez-vous ce week-end. Le concert du groupe écossais Franz Ferdinand à Rock en Seine en 2013 sera diffusé sur votre chaîne. 2 diffusions. La première ce samedi 15 novembre à 20h30 et la deuxième ce dimanche 16 novembre à 17h. Tout cela diffusé dans votre émission Philharmonique. En musique, toujours ce samedi 15 novembre, c'est le tremplin rock The Choice à Montigny-le-Bretonneux. L'occasion de découvrir les artistes qui montent. 5 groupes de rock se produiront sur scène et tenteront de gagner le cœur du public et des amoureux de la musique. Rendez-vous dès 20h à la salle Paul Gauguin.
Et pour ceux qui préfèrent le classique, Simon Fache vous propose son spectacle appelé Pianistologie, un mélange de piano, de one-man show, mais aussi d'humour. Simon Fache sait tout faire. Pour le voir sur scène, rendez-vous ce samedi à 20h30 à la batterie de Guyancourt. Vous pouvez réserver vos places directement sur le site de Kiosque. Place maintenant à l'actualité cinéma. Et tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. C'est un film qui n'a strictement aucun intérêt, il ne se passe rien, c'est un film vraiment pour ados, c'est tout. Le film était vraiment très intéressant, c'était un film assez... c'était un film qui nous a vraiment mis dans le feu de l'action dès le début. Ce que j'ai aimé en fait, c'était comment les petits ont su réfléchir. C'est un bon film, j'étais content, ça reprend la suite du premier, du deuxième. Le troisième est un peu décevant, mais on retrouve le côté horreur bien flippant si je peux dire. Donc c'est un bon film espagnol. Ce qui était intéressant, c'est que ça reprenait un peu dans la lignée du 1 et du 2. Donc c'était mieux parce que le 3 ça devenait un peu burlesque et là on retrouve l'ambiance du premier et du deuxième. J'ai beaucoup aimé, c'est assez stressant par moments, c'est assez angoissant, c'est très bien, c'est super, j'ai beaucoup aimé. Très très bien, l'ambiance est spéciale et on peut parler de film d'auteur et j'ai trouvé ça formidable. Beaucoup aimé aussi et c'est très bien joué. Tout Guillaume Canet et Anna Girardot qui sont très très vrais et non, c'est un super film, mais atmosphère quand même pesante. Et notre coup de cœur de la semaine, c'est celui de Bertrand Pigné, programmateur et animateur des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur des Yeux d'Elsa ce mois-ci, c'est Chante ton bac d'abord de David André. Le mois de novembre, c'est traditionnellement le mois du film documentaire. On propose 4 films documentaires ce mois-ci et on finit avec ce grand film qui a été préparé pour la télévision à l'origine, Chante ton bac d'abord donc, et qui a été sorti au cinéma ensuite. Nous le proposons à partir du 26 novembre pour 3 semaines parce que c'est un film qui nous a vraiment touchés énormément. C'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes gens de 17 ans dans l'année de leur bac, comme le dit le titre, et qui vont dans une ville de bord de mer touchée par la crise et voilà, par la réalité du quotidien, sont pris dans cette grande question: que faire demain, que faire dans les études, mais que faire de soi, de sa vie, quel grand projet avoir. Et la grande originalité de ce film, c'est que plutôt que d'être un regard frontal sur des gens et de demander à ce qu'ils se livrent à la caméra, le réalisateur a préféré leur demander d'écrire des choses qu'il a lui-même ensuite transformées en chansons. Et ces chansons sont chantées à l'écran dans des moments remis en scène, très joliment d'ailleurs, par ces mêmes jeunes qui ont écrit ces textes. Alors ça pourrait paraître pour une sorte de comédie musicale de moyenne gamme, et bien non, c'est un vrai beau film avec un vrai respect de la chanson française, de beaux textes, de très belle musique, et surtout une plongée dans le quotidien de ces jeunes gens et de leurs familles, puisqu'on y voit aussi leurs parents. C'est un film important pour nous parce que nous recevrons également pour sa dernière présentation du film le réalisateur David André, qui a fait un peu le tour de France avec le film et qui viendra nous voir et discuter avec nous et avec vous. Donc, ça a lieu le 26 novembre à 20h30 et j'espère vous y retrouver nombreux. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.